La gare n'avait pas vu de train depuis 2 jours, peut-être 3. Personne ne tenait plus les comptes. Un banc de bois solitaire se tenait sous l'auvent tordu, à moitié abrité du vent du désert. Et sur ce banc, recroquevillée dans un châle délavé, dormait une femme. Pas profondément, jamais profondément. Le sommeil venait par à-coups, interrompu par la faim, par des pas, par la douleur de son corps endolori par le froid et les échardes du bois. Mais elle ne bougeait pas, ni pendant la pluie, ni quand les jeunes du coin passaient et jetaient des cailloux près de ses pieds, pas même quand le shérif passa le 2e matin et détourna le regard, faisant semblant de ne pas l'avoir vue. Ses yeux restaient clos. Ses mains serraient un petit sac en cuir qui ne contenait rien de valeur, à l'exception d'un papier plié et replié tant de fois que l'écriture s'était estompée en une tache. C'était autrefois une adresse. Cela avait autrefois signifié l'espoir. Maintenant, c'était juste, ou quelque chose à tenir. Au soir du 3e jour, son souffle était devenu superficiel, ses lèvres gercées et meurtries. Elle n'avait pas mangé depuis que le pain qu'elle avait apporté avec elle dans le train était épuisé. Un pain, partagé avec un enfant à côté d'elle qui était descendu 2 arrêts plus tôt. Pourtant, elle restait assise, droite. Pourtant, elle gardait ses chaussures, bien qu'elles lui fassent mal aux pieds enflés. Pourtant, elle attendait. Le chef de gare ne lui parla pas. Le boutiquier de l'autre côté du chemin de terre marmonna qu'elle était probablement des ennuis venant de l'Est, venue chercher un homme qui avait changé d'avis. Il n'avait pas tort. Personne ne lui demanda son nom, et elle ne le proposa jamais. Elle était venue en croyant en quelque chose, une lettre, une promesse. Un homme dont les mots avaient semblé doux et constants quand il écrivait, mais qui n'était jamais venu la chercher à la gare. Il n'envoya pas de 2e lettre, ni la charrette qu'il avait promise, ni même un mot laissé au commis de la gare. Rien, elle ne pleura pas, pas devant eux. Le désert n'était pas clément avec les larmes, elle s'évaporait trop vite. Le crépuscule arrivait quand la poussière se leva à nouveau, cette fois non pas d'un train, mais de sabots. Un cavalier solitaire approcha, lent, régulier, sans ostentation. Il portait un manteau marron, raidi par des années de soleil, et un chapeau tiré bas. Son cheval marchait comme s'il savait ne pas troubler le calme du soir. Il ne parla pas en s'approchant, pas au début. Il s'arrêta au bord du quai, une botte toujours dans l'étrier. La femme ne leva pas les yeux, mais il la regarda, pas avec pitié, pas comme les autres, comme un homme voyant un feu qui ne s'était pas éteint. Puis, doucement, d'une voix comme le bois sec qui craque dans l'âtre, il prononça juste 2 mots, « Rentrez chez vous », et puis, il fit tourner son cheval. Il n'attendit pas de voir si elle le suivrait, n'offrit ni sa main ni son nom. Mais elle se leva, ses jambes tremblèrent sous elle, mais elle se leva. Elle ramassa son sac, y rangea le papier inutile et descendit du quai avec le dernier reste de force qu'elle avait. Et à ce moment-là, pour la première fois en 3 jours, le banc était vide. Et la route devant elle ne semblait plus si froide. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle ne pouvait pas. Sa gorge était trop sèche. Et même si elle avait eu les mots, elle n'était pas sûre qu'ils sortiraient correctement. Cela faisait trop longtemps que personne n'écoutait. Le cheval avança à un rythme lent et miséricordieux le long du sentier étroit qui menait hors de la ville. L'homme chevauchait devant, ne regardant jamais en arrière, mais ne s'éloignant jamais trop. Il ne parla plus. Il chevauchait simplement avec cette présence constante, ancrée, comme un homme qui connaissait la terre et ne craignait pas le silence. Elle le suivait à pied. Chaque pas ressemblait à une question. Ses jambes étaient douloureuses. Ses chaussures la serraient. Le vent tirait son châle, comme s'il voulait achever ce que le monde avait commencé, la briser. Mais elle marcha, pas parce qu'elle lui faisait confiance, pas encore, mais parce que le banc derrière elle semblait plus froid que l'inconnu devant elle. Et à cause de ces 2 mots, « Rentrez chez vous », personne n'avait dit quelque chose de tel depuis des années. Pas depuis que la guerre avait pris son père, pas depuis la maladie de sa mère, pas depuis qu'elle avait tout laissé derrière elle pour une promesse sur papier qui s'était transformée en poussière. Elle avait cru cette lettre, cru l'homme qui l'avait écrite. Il lui avait dit qu'il avait des terres, des animaux, même une chambre d'amis.
Il avait dit qu'elle semblait gentille, avait dit qu'il voulait une vie tranquille avec quelqu'un qui savait lire, cuisiner, peut-être chanter. Elle faisait les trois, mais il n'était jamais venu. Et après 3 jours, elle cessa de croire qu'elle était quelqu'un qui valait la peine d'être rencontré. Ils marchèrent pendant près d'1 heure avant que le premier signe de vie n'apparaisse. Une clôture, tordue et patinée par le temps, avec une cloche rouillée accrochée à un poteau en bois. Au-delà, une simple maison de ranch se dressait sous le soleil couchant, petite, carrée et silencieuse. Il descendit de cheval, sans un mot, ouvrit le portail d'une main et le laissa se refermer derrière elle. Aucun chien n'aboya, aucun bétail ne bougea, juste le vent et le bruit de la vieille porte en bois qui s'ouvrait en grinçant. Il s'écarta, elle hésita, elle était habituée au seuil. Des endroits où elle n'avait pas sa place, des devantures de magasins qui lui disaient qu'elle n'était pas assez propre, des églises où les bancs semblaient se rétrécir quand elle entrait, des maisons qui n'étaient pas les siennes. Mais cette porte resta ouverte, il ne la pressa pas, ne lui tourna pas le dos, il attendit simplement. Alors elle entra. L'intérieur était sommaire, une table en bois avec 2 chaises, un poêle froid, un fauteuil à bascule dans le coin à côté d'une Bible usée et d'une lampe à huile. Il n'y avait pas de dentelle, pas de parfum de fleurs, pas de photos au mur, mais c'était propre. Il posa une marmite de ragoût sur le poêle. Sans parler, il la servit dans un bol et le plaça sur la table. Elle s'assit. Ses mains tremblèrent en soulevant la cuillère. La première bouchée lui brûla la langue, mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait pas goûté de nourriture depuis des jours. Il la regarda un instant, puis hocha la tête, retira son manteau et sortit. Elle mangea seule. Quand elle eut fini, elle se leva et regarda autour d'elle. Une seule porte à l'arrière menait à une petite pièce avec un lit de camp en bois brut et du linge propre. Une bassine d'eau attendait sur le support. Une serviette pliée, une bougie, pas de serrure, pas d'attente, seulement de l'espace. Elle s'assit sur le lit, fixa la flamme et murmura, pour la première fois depuis longtemps, « Je suis toujours là ». Et dehors, invisible dans l'obscurité, l'homme s'appuya contre le poteau, les bras croisés, fixant les étoiles, comme un soldat veillant sur quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Elle se réveilla avec la lumière. Pas le genre rude qui transperce les rideaux, mais le genre doux, le genre qui se répand à travers les lattes des volets en bois et touche la pièce comme un souvenir. Un instant, elle ne se souvint plus où elle était. Le lit de camp sous elle était trop immobile, trop propre. Son corps n'avait pas froid. Son sac était au pied du lit, intact. Elle toucha son cou, s'attendant à moitié à ce que le châle ait disparu, mais il était toujours là, plié à côté d'elle. Elle ne l'avait pas plié. Quelqu'un l'avait fait. Elle se leva, toujours pieds nus, et s'approcha de la bassine. L'eau était fraîche. La serviette était chaude d'avoir été près du poêle. Le silence de l'endroit n'était pas vide. Il était plein, plein d'intention. Après s'être habillée et être entrée dans la pièce principale, elle trouva une assiette de pain et une tasse en étain avec du lait chaud qui l'attendait. Il n'était pas là. Elle resta au milieu de la pièce, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle n'avait pas l'habitude d'être quelque part, qui ne demandait rien en retour. Pas de corvée, pas d'ordre, pas d'instruction, juste du pain, juste de la chaleur. Puis, elle l'entendit, le bruit sourd d'une pelle qui mordait la terre dehors. Elle s'approcha de la porte et regarda dehors. Il était là, les manches de sa chemise retroussées, son chapeau bas sur le front, creusant le long de la clôture où les mauvaises herbes avaient rampé. Le mouvement était lent, méthodique. Il ne fit pas de pause quand il la vit. Il se contenta d'un simple hochement de tête, une invitation. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle ne dit rien. Elle se contenta de marcher vers l'abri de jardin, de ramasser un râteau usé et de commencer à nettoyer les broussailles mortes près de la clôture, sans demander. Ils travaillèrent toute la matinée. Pas de mots, juste le vent et la sueur et le rythme du labeur. À midi, elle avait la tête légère, mais souriait, bien qu'elle ne s'en rendît pas compte avant qu'il ne lui tende une tasse d'eau en étain et ne lui fasse signe vers le porche. Ils s'assirent. 2 chaises, patinées par le soleil. L'une, vide depuis longtemps, maintenant occupée à nouveau. Il ne la regarda pas directement.
Ses yeux scrutaient toujours la terre, l'horizon, les nuages s'amoncelant à l'est. Mais quand il parla, une seule fois, ce fut pour dire « L'orage arrive ». Elle hocha la tête. Elle n'avait pas encore prononcé un mot, non par peur, mais parce qu'elle ne voulait pas briser l'étrange et sacré silence entre eux. Plus tard, alors que les nuages arrivaient, elle explora un peu plus la maison. Il y avait une petite pièce à l'arrière, tapissée de livres. La plupart portaient sur les chevaux, les outils, la terre. Mais une étagère contenait des choses plus anciennes, de la poésie, des écritures et un journal à moitié rempli. À côté, une photographie d'une femme aux yeux doux et aux cheveux serrés. Elle ne souriait pas, mais quelque chose dans sa posture exprimait l'amour, profond et tenace. Était-ce sa femme? Elle ne toucha pas le cadre. Cette nuit-là, la pluie vint, lourde, sauvage. Le tonnerre claqua au-dessus des plaines comme un coup de canon. Elle sursauta dans son lit. Mais avant que la peur ne puisse monter, elle entendit des pas, lents, lourds. Puis, devant sa porte, une pause, et le bruit de quelque chose que l'on déposait sur le sol. Le matin, quand elle l'ouvrit, une couverture pliée l'attendait, sèche et chaude. Il ne frappa jamais, il ne demanda jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. La tempête passa le matin, laissant la terre douce et sentant le fer et le chardon. Elle sortit pieds nus et se tint sous le bas auvent du porche, regardant le vent se mouvoir dans l'herbe comme une main invisible. Les nuages s'éclaircissaient. Le monde, pour une fois, ne semblait rien vouloir d'elle. Derrière elle, la maison était silencieuse. Elle ne l'avait pas vue depuis la nuit précédente. Mais elle sentait sa présence dans chaque petit détail. La couverture près de la porte, le bois de chauffage empilé près de l'âtre, le bol d'eau en étain changé avant l'aube. Elle traversa les pièces lentement, non pas comme une invitée, mais comme quelqu'un essayant de ne pas déranger quelque chose de sacré. Dans un coin de la pièce principale se trouvait un coffre, usé mais propre. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Il y avait déjà assez de signes. Une robe délavée pendait derrière la porte de la chambre, ses coutures lâchant près des épaules. Une brosse de femme reposait sur la commode, portant encore des mèches de cheveux brun foncé. Un petit livre de cantiques était ouvert à côté d'une tasse en céramique ébréchée sur le rebord de la fenêtre. Elle reconnut la chanson « Demeure avec moi ». Elle la chantait quand le monde lui semblait trop vaste pour y survivre. Il y avait eu quelqu'un ici avant. Quelqu'un qui avait aimé tranquillement et qui était parti tranquillement. Elle ne savait pas si la mort l'avait emporté, ou la distance, ou autre chose, mais elle savait que la perte vivait dans cette maison, non pas comme une blessure, mais comme une présence. Comme la lavande séchée, suspendue à une poutre, elle ne fleurissait plus, mais elle portait encore le parfum de ce qui avait été. Elle se retrouva dans la cuisine, ses mains bougeant instinctivement. Elle fit bouillir de l'eau, nettoya les comptoirs, pétrit la farine restante en petits ronds et les fit cuire sur la flamme nue. Elle ne demanda pas permission. Et quand il entra, tard dans la matinée, avec de la poussière sur ses bottes et de la boue au bas de son pantalon, il ne demanda pas ce qu'elle faisait. Il resta là un instant, regardant la poêle, puis elle. Son regard s'attarda, calme, illisible. Puis, il hocha simplement la tête une fois. De la même manière que la première fois qu'il l'avait vue. Ils s'assirent ensemble, pas en face de la table, mais côte à côte sur le banc près de l'âtre, tous deux fixant le petit feu qui n'avait pas tout à fait disparu depuis la nuit précédente. Elle lui tendit une assiette. Il la prit doucement, comme si la nourriture était un cadeau inattendu. À mi-chemin du repas, il parla. « Vous êtes toujours occupé ?» Sa voix était comme du gravier imprégné de souvenirs. Elle baissa les yeux, puis hocha la tête une fois. Il y avait encore de la poussière dans sa gorge. Mais elle sentait que quelque chose commençait à se dénouer. Elle voulait lui demander son nom, elle voulait lui offrir le sien, mais quelque chose la retenait. Pas la peur, pas la honte, la révérence. Cette maison n'était pas encore prête pour les noms, et eux non plus. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait orange, elle sortit étendre le linge qu'elle avait lavé à la main. Le vent saisit l'un des draps et le lança en l'air, révélant l'homme debout près de la clôture, regardant au loin les collines. Il ne bougea pas, ne parla pas, mais pour la première fois, elle remarqua quelque chose de différent dans sa posture.
non pas seulement l'immobilité, mais l'écoute. Comme si la terre elle-même lui disait quelque chose. Comme si, peut-être, il était enfin temps de laisser quelqu'un d'autre entrer. Les jours passèrent. Non pas comme les jours en ville, rythmés par les horloges et les emplois du temps, mais à l'ancienne, par la lumière et l'ombre, par la façon dont le vent changeait, par la façon dont les arbres penchaient quand les tempêtes arrivaient. Elle commença à se lever tôt, avant le coq. Les vieilles routines s'installèrent dans ses os, comme si elles y avaient toujours appartenu. Les corvées ne semblaient pas être du travail. Elle balayait le porche, elle pliait les couvertures, elle rinçait les légumes et les mettait à sécher au soleil. Il ne lui demanda rien de tout cela, mais il ne l'arrêta pas non plus. Il passait la plupart des matins dans le lointain pâturage, réparant une clôture qui semblait cassée depuis des années. Elle le regardait parfois depuis la crête, une silhouette sombre sur l'or sec de l'herbe, se déplaçant avec la patience de quelqu'un qui n'avait jamais rien pressé de sa vie. Parfois, le soir, il apportait une botte de bois et la déposait près du feu sans un mot. D'autres fois, il laissait de petites choses derrière lui. Une pomme sur la table, ses bottes réparées, un chiffon propre pour le poêle. Une fois, elle trouva un nouveau savon près de la bassine, emballé dans du papier brun, sans parfum, pratique. Mais pour elle, cela ressemblait à une fleur déposée sur une tombe. Il ne posait jamais de questions. Il ne lui disait jamais ce qu'elle devait être. Il la laissait être. Un après-midi, alors qu'elle rinçait le linge dans la bassine dehors, elle le vit revenir de la ville avec une boîte attachée avec de la ficelle. Il la posa sur le porche et la désigna d'un hochement de tête. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussures, robustes, usées, mais solides. Sa taille. Il ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, elle prit un risque. Elle fit rôtir le lapin qu'il avait rapporté, l'assaisonna de thym qu'elle avait trouvé près de la grange et ajouta des pommes de terre. Elle dressa la table, alluma une seule bougie et attendit. Il entra juste au moment où le vent se levait. Il s'arrêta en voyant la scène. Puis, pour la première fois, il enleva son chapeau avant de s'asseoir. Ils mangèrent en silence. Mais ce n'était pas le genre lourd, c'était plein, comme une église sans sermon, juste une présence. Quand ils eurent fini, il se leva, la regarda longuement et dit doucement « Merci ». Elle hocha la tête. Puis, avant de pouvoir se retenir, elle murmura « Je m'appelle Ruth ». Les mots sortirent plus doux qu'elle ne l'avait espéré, comme quelque chose de fragile se libérant après trop longtemps dans l'obscurité. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il se tourna légèrement vers elle, le coin de sa bouche se soulevant, à peine, et dit « Cole ». Pas de nom de famille, pas d'histoire, juste des noms, donnés doucement, non réclamés. Cette nuit-là, Ruth resta sous les étoiles plus longtemps qu'elle n'en avait besoin. Le vent portait l'odeur du cèdre et quelque part au loin, un hibou ululait. À l'intérieur, le feu brûlait toujours doucement. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne s'y préparait pas. C'était un jeudi quand la poussière se leva à nouveau sur la route. Ruth la vit la première par la fenêtre de la cuisine, juste après le lever du soleil. 2 cavaliers, l'un plus âgé, l'autre plus mince, tous deux en chemise propre qui ne correspondait pas à la saleté et au vent du vrai travail de ranch. Ils chevauchaient comme des hommes habitués à prendre des choses, pas à les demander. Elle sortit sur le porche et essuya instinctivement ses mains sur son tablier. Cole était parti à la grange 1 heure plus tôt. Il n'était pas revenu. Les cavaliers descendirent lentement, leurs bottes claquant contre la terre sèche. Le plus âgé inclina son chapeau. « Bonjour, madame ». Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. La peur se serrait déjà dans sa poitrine. « Nous cherchons une femme qui est passée par la gare il y a environ 1 semaine. Elle portait un châle. Elle avait l'air un peu perdue. Son sourire était poli, mais il n'atteignait pas ses yeux. Le plus jeune s'appuya contre la rampe du porche. « Voyez-vous, elle a quitté la ville en devant de l'argent à un homme. Il dit qu'elle allait l'épouser, mais qu'elle est partie avec la bague à la place. » Le visage de Ruth ne changea pas. Elle ne tressaillit pas. Mais à l'intérieur, tout se bloqua. Ses côtes, son souffle, sa voix. L'homme plus âgé s'avança. « Vous ne connaîtriez pas quelqu'un comme ça par hasard ?» Avant qu'elle ne puisse répondre,
Une porte grinça derrière eux. Cole sortit de la grange, les manches retroussées, un marteau toujours à la main. Il ne dit pas un mot. Il ne demanda pas ce qu'il voulait. Il se contenta de marcher jusqu'au porche et de se tenir à côté de Ruth. Sa présence silencieuse, mais indubitable. Les deux hommes se redressèrent. Le plus âgé s'éclaircit la gorge. « Bonjour, monsieur. Nous étions juste... » Les yeux de Cole étaient fixés sur lui, immobiles, sans ciller. C'était le genre de regard qu'un homme jette quand il a déjà décidé jusqu'où il est prêt à aller. Le plus jeune changea de poids. « Nous n'avons pas de problèmes ici, juste des questions. » Cole fit un pas en avant. Pas vite, pas agressif. Juste assez pour faire grincer le porche. C'était plus que suffisant. L'homme plus âgé leva légèrement les deux mains, comme s'il se rendait à un homme qui n'avait même pas tiré d'arme. « D'accord, d'accord, nous laisserons la loi régler ça. » Il inclina à nouveau son chapeau, cette fois sans le sourire. Alors qu'il se retournait pour partir, Cole parla. 3 mots, sec, ferme, définitif. « Elle ne doit rien. » L'homme plus âgé hésita juste un instant, puis hocha la tête et s'éloigna. Ruth ne parla que lorsque les cavaliers ne furent plus que 2 silhouettes contre le soleil du matin. Puis, doucement, ils reviendront. Cole hocha la tête une fois. Peut-être. Elle le regarda. Vraiment. Comment saviez-vous? Il rencontra son regard. Ça n'a pas d'importance. Cela aurait dû ressembler à de l'évasion, à de l'évitement. Mais ce ne fut pas le cas. Cela ressemblait à de la protection. Ce soir-là, il cloua le portail. Pas verrouillé, juste fermé. Une ligne tracée. Et Ruth, pour la première fois, posa une main sur son bras et la laissa là. Elle ne demanda pas ce qu'il ferait s'il revenait. Elle le savait déjà. Quels que soient les fantômes qui le hantaient encore, quelle que soit la douleur qui l'enfouissait sous le silence, il ne laisserait aucun mal franchir ce seuil. Pas maintenant, pas tant qu'elle était là. Les jours qui suivirent furent calmes. Pas le genre de calme que Ruth avait connu sur le banc de la gare, où le silence signifiait l'absence. C'était un calme différent, un calme rempli de mouvement, de rythme et de souffle. Elle commença à se lever avec le soleil, non par habitude, mais par désir. Ses mains tendaient vers les tâches avant que son esprit ne puisse les nommer. Elle balayait les marches, s'occupait du poêle et remplissait la bassine d'eau avec soin. La routine ne ressemblait plus à de la survie, elle ressemblait à un but. Un matin, en explorant les abords de la propriété, Ruth la trouva. Une petite parcelle envahie par la végétation derrière la grange. Les vestiges de ce qui avait été autrefois un jardin. Une clôture basse, à moitié enfouie sous la terre. Un arrosoir rouillé renversé sur le côté. Des rangées à peine visibles dans le sol, comme si quelqu'un s'était agenouillé là autrefois, encore et encore, avec l'espoir dans les mains. Elle s'accroupit et écarta les mauvaises herbes. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de solide, une pancarte en bois patiné, à peine lisible. Mais quand elle l'inclina vers le soleil, les mots apparurent. Le jardin de Clara. Elle n'eut pas besoin de demander qui était Clara. Ce soir-là, après le souper, elle sortit sur le porche où Cole était assis, taillant un morceau de bois avec une lente précision. Elle se tint à côté de lui en silence un instant. Puis, doucement, elle demanda « Est-ce que ce serait bien si je le faisais revivre ?» Il ne leva pas les yeux. Il hocha simplement la tête une fois. « Il en a besoin, » dit-il. Elle sourit, et le lendemain, elle commença. Elle travailla la terre pendant des heures, déracina des racines, enleva des pierres, entassa les mauvaises herbes pour les brûler. Son dos la faisait souffrir, ses ongles se brisaient, mais son âme se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Cole passait parfois avec du bois ou des outils, ne disant rien, mais s'arrêtant juste assez longtemps pour qu'elle sache qu'il voyait. À la fin de la semaine, le ver revint, de petites pousses silencieuses, des signes de vie qui n'avaient pas besoin de s'annoncer. Un soir, elle rentra et trouva une simple pancarte en bois posée sur la table de la cuisine, fraîchement sculptée, lettres nettes, soignées, le jardin de Ruth. Elle eut le souffle coupé. Elle ne demanda pas quand il l'avait fait. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, elle se tint à l'entrée de sa petite chambre, une bougie à la main,
incertaine de ce qu'elle devait dire. Mais Cole, assis près du feu, parla le premier. « C'est bien, le jardin. » Elle hocha la tête, puis hésita. « J'en avais un avant de tout perdre. » Il ne demanda pas ce qu'elle entendait par « tout ». Il attendit simplement. Et elle se retrouva à dire « Je n'aurais jamais cru que quelque chose repousserait. » Il regarda le feu longtemps avant de dire « Parfois, la terre a juste besoin de repos. » Elle s'accrocha à ces mots comme à une prière. Plus tard, après qu'elle fut couchée, le vent se leva dehors. Mais il ne semblait plus froid, il semblait être un mouvement, un changement. Et Ruth, recroquevillée sous sa couette, murmura quelque chose dans la nuit qu'elle n'avait pas osé dire à voix haute depuis des années « Merci de m'avoir vu ». Personne ne répondit, mais dans son rêve, la terre fleurit, le jardin prospérait. Des brins de verdure s'étirèrent vers le soleil comme s'ils avaient attendu ses mains. L'ancienne pancarte en bois portait désormais son nom, et chaque fois que Ruth passait devant, une étrange chaleur fleurissait dans sa poitrine, tranquille et persistante. Puis les nuages revinrent, sombres, roulants, lourds, ceux qui ne demandent pas la permission. Elle le sentit avant la première goutte, comment l'air s'épaississait, comment les oiseaux se taisaient, comment Cole restait plus longtemps que d'habitude à la clôture, observant l'horizon comme s'il lui devait quelque chose. « Encore un orage ?» demanda-t-elle en le rejoignant. Il hocha la tête. « Pire que le dernier. » La pluie commença ce soir-là. D'abord, un doux crépitement, puis un rugissement. Ruth se précipita pour retirer les draps de la corde à linge. Cole était déjà dehors, sécurisant les volets, attachant la porte de la grange avec une corde épaisse. Elle se précipita vers le poulailler, ses jupes traînant dans la boue, et tenta de rassembler les 2 dernières poules. La foudre frappa. Le tonnerre suivit comme le grognement d'un géant. Elle trébucha, pas loin, mais suffisamment. Son pied s'enfonça dans la terre molle, ses mains heurtant le sol pour amortir sa chute. Avant qu'elle ne puisse se relever, elle le sentit, son manteau jeté sur ses épaules, chaud et trempé à la fois. Cole s'accroupit à côté d'elle, les yeux à sa hauteur, le bord de son chapeau goûtant sur son col. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, pour la première fois avec urgence. Elle hocha la tête, essoufflée. Ils se tinrent ensemble, sans se tenir la main, sans parler davantage, juste 2 personnes trempées jusqu'aux os, leurs contours brouillés par la pluie et la boue, et tout ce qu'ils n'avaient pas dit. À l'intérieur, elle ôta sa robe mouillée et s'enveloppa dans la couverture de rechange du coffre. Il attisa le feu sans un mot, le dos tourné, ses cheveux dégoulinant sur le plancher en bois. Quand elle s'approcha, il lui offrit sa place près des flammes. Ils s'assirent côte à côte, la vapeur s'élevant de leurs vêtements. Il lui tendit une tasse de thé en éteint. Elle trembla légèrement dans sa main, juste assez pour qu'elle le remarque. Elle la prit doucement, puis, dans un murmure presque perdu dans le crépitement du feu, il dit « Vous n'avez pas à avoir peur ici. » Elle le regarda, vraiment. Ses yeux étaient fatigués, non pas par manque de sommeil, mais par des années à porter le silence comme une armure. « Je n'ai pas peur, » dit-elle. « Ah, plus maintenant !» La pièce retint son souffle. Puis, lentement, il tendit la main. Non pas pour sa main, mais pour la petite serviette posée sur le bord de la chaise. Il la lui offrit. Elle l'accepta, se sécha le visage, ses cheveux. Puis, sans demander, elle tendit la main vers les siens. Doucement, elle pressa la serviette sur sa tempe, essuyant l'eau qui s'accrochait à lui comme une tristesse. Il ne tressaillit pas, ne bougea pas. Et quand ses doigts effleurèrent le bord de sa mâchoire, quelque chose passa entre eux. Pas le désir, pas encore, mais la confiance. Comme 2 arbres penchés vers le même soleil après une longue saison sèche. Quand le tonnerre s'estompa, ils restèrent assis en silence, enveloppés de chaleur, la tempête n'étant plus entre eux, mais dehors, là où elle devait être. La tempête passa. Le matin arriva avec un ciel clair et l'odeur du cèdre mouillé. La terre brillait. Le jardin, malmené mais intact, se tenait fort, tout comme elle. Ruth se leva tôt, prépara du café et plaça une tasse propre à côté de la place de Cole sur le porche. C'était une habitude maintenant. Non pas un service, mais une attention. Un rituel entre 2 personnes qui se comprenaient en silence. Elle sortit pour étendre les couvertures, et c'est là qu'elle la vit. Une lettre, glissée sous une pierre près du portail, sèche d'une manière ou d'une autre, comme si elle avait été placée juste avant que la tempête n'éclate.
Elle la ramassa avec des mains précautionneuses. Il n'y avait pas de nom sur l'enveloppe. Juste un seul sceau pressé dans le papier, une étoile de shérif. À l'intérieur, le message était bref. Une convocation. Son nom, Ruth Eleanor Carter, écrit en script formel. Une demande de retourner en ville et de témoigner. L'homme qui lui avait jadis promis le mariage avait déposé une plainte, l'accusant de fraude, de vol, d'abandon. Et maintenant, la loi appelait. Elle resta figée devant le portail. Le papier tremblait dans sa main, mais ses mains, elles, non. Elle pouvait presque entendre à nouveau la gare, le banc froid, les murmures, la faim. Elle pouvait sentir le jugement remonter comme de la fumée sous une porte fermée. Puis, elle sentit une autre présence, Cole. Il était arrivé derrière elle, silencieux comme toujours. Il jeta un coup d'œil au papier, mais ne le saisit pas. « Ils ne s'arrêteront pas », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Pas à moins que j'y aille. » Il la regarda, son expression illisible. « Alors allez-y. » Elle se tourna brusquement, les yeux écarquillés. « Et s'ils ne me laissent pas revenir ?» Il ne cligna pas des yeux. « Alors, je viendrai vous chercher. » La simplicité des mots brisa quelque chose en elle. Elle s'avança, pressa le papier contre sa poitrine et murmura « Je ne veux pas y aller ». Cole prit la lettre, retourna vers le foyer et la jeta dedans. Ensemble, ils la regardèrent se recroqueviller, noircir et disparaître en flammes. Le vent emporta les cendres vers les collines. Plus tard, ce jour-là, ils construisirent une nouvelle pancarte. Elle n'était pas grandiose, juste une simple planche de bois sculptée de main ferme. Ensemble, ils la clouèrent au poteau au bout du chemin, juste avant le portail. Elle portait « Le foyer de R.C. ». Pas de nom de famille, pas de titre, juste 2 lettres, côte à côte. Ce soir-là, Cole sortit 2 chaises. Ils s'assirent, regardant le soleil saigner sur les plaines. Ruth tendit la main, non pas hésitante, et posa sa main sur la sienne. Il ne bougea pas, il ne parla pas. Mais ses doigts se refermèrent sur les siens comme s'ils avaient toujours connu cette forme. Un faucon plana au-dessus de leur tête. Quelque part au loin, le sifflet d'un train retentit. Mais Ruth ne se retourna pas. Elle n'attendait plus. L'hiver arriva avec de doux avertissements. Le ciel devenait pâle le matin, et le givre s'accrochait plus longtemps au bord des poteaux de clôture. Les poules se serraient les unes contre les autres chaque nuit. Et le vent prenait une tournure murmurante, comme s'il balayait de vieilles histoires des collines. Ruth n'était jamais restée assez longtemps au même endroit pour remarquer les saisons, mais ici, elle les sentait, non seulement dans la terre, mais dans son corps, dans son souffle, dans la lenteur avec laquelle elle se déplaçait dans la maison, prenant soin de la chaleur comme si c'était quelque chose de sacré. Fin novembre, le jardin s'était endormi sous une couche de paille. Cole l'aida à construire une armature sur les pousses, non pas pour préserver la récolte, mais pour protéger le souvenir de ce qui avait poussé. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant qu'ils travaillaient, mais leurs mains bougeaient en rythme. Son marteau, sa ficelle, son ombre, son souffle. À l'intérieur de la maison, le feu ne s'éteignait jamais. Elle se levait avant l'aube pour l'allumer. Il ajoutait des bûches au cours de la journée. C'était leur rituel. Une dévotion tranquille non pas aux flammes, mais l'un à l'autre. Un matin, Ruth se réveilla et trouva une nouvelle paire de gants pliés à côté du poêle. Elle ne les avait pas demandés, mais il avait remarqué les gerçures sur ses mains, le rouge sous ses ongles, la façon dont elle grimait quand elle essorait les torchons. Les gants étaient épais, cousus à la main, doublés de laine d'agneau. Quand elle les enfila, ils lui allèrent parfaitement. Elle ne dit pas merci. Elle prépara du pain de maïs à la place. Cole sourit quand il le goûta, et c'était suffisant. Les jours raccourcirent. La lumière s'estompa plus vite, mais il n'y avait pas de sentiment de perte. Pas cette fois. Les ombres qui lui faisaient autrefois battre le cœur comme un tambour lui semblaient maintenant de vieilles compagnes, familières, prévisibles. Une nuit, en rangeant une boîte dans le hangar, Ruth trouva quelque chose d'inattendu, un paquet de vieilles lettres. La plupart étaient adressées à Clara. Certaines étaient des listes, courses, réparations, nourriture pour animaux. Mais une sortait du lot. Elle était datée de 10 ans plus tôt, de l'écriture de Cole. « Si je la perds, je ne sais pas si je parlerai à nouveau. Non pas parce que je suis en colère,
juste parce que les mots ne contiendront plus rien. Ruth resta assise avec cette phrase pendant longtemps, puis elle replaça la lettre exactement où elle l'avait trouvée. Elle n'eut pas besoin de le mentionner, elle avait déjà compris. Plus tard cette semaine-là, une tempête de neige arriva sans avertissement. Lourde, poussée par le vent, amère, Ruth était dehors en train de nourrir les poules quand elle frappa. Elle essaya de se hâter de rentrer, mais le vent attrapa son écharpe et elle se retourna pour la poursuivre. Elle ne l'atteignit jamais, parce que Cole apparut de la grange, marchant à travers le flou blanc, son manteau déjà saupoudré de neige. Il ne dit rien. Il la serra simplement dans ses bras et la rapprocha, protégeant son corps avec le sien. Ils restèrent ainsi un instant, la tempête tourbillonnant autour d'eux, deux silhouettes ancrées au milieu de tout cela. Quand ils furent rentrés, il lui sécha les cheveux avec une serviette près du feu. Elle ne l'arrêta pas. Elle se pencha dans le geste comme un enfant revenant à quelque chose qu'elle n'avait jamais pu achever. Cette nuit-là, enveloppés dans d'épaisses couvertures, ils s'assirent près de la fenêtre, regardant les flocons danser derrière la vitre. Cole se tourna tranquillement vers elle. « Vous avez chaud ?» Elle sourit, les yeux doux. « Je n'ai plus jamais froid. » Et elle le pensait. Pas seulement sa peau, mais les endroits que personne d'autre n'avait touchés depuis des années. Son esprit, son espoir, l'ancienne douleur qui vivait juste sous ses côtes. Elle avait disparu, parce que c'était sa maison maintenant, et c'était lui qui l'y avait murmuré. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur, si vous vous êtes déjà senti invisible ou avez trouvé de la chaleur dans l'endroit le plus inattendu, prenez un instant pour partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient réconforter quelqu'un d'autre, tout comme Ruth et Cole ont trouvé du réconfort dans le silence. Et si vous croyez au pouvoir tranquille de la bonté, de la rédemption et d'un amour qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres histoires qui vous attendent ici, celles qui parlent doucement, mais restent pour toujours.